Les Trois Mousquetaires, épisode 2. Le secret de la reine. D'Artagnan ne le savait pas encore. Mais à 2 rues de là, la reine de France venait de commettre une imprudence. Dans une pièce du Louvre, la reine Anne d'Autriche ouvrit un coffret. 12 diamants y brillaient, un cadeau du roi, qu'elle confia à un messager pour un seigneur anglais, pas le roi. Puis elle referma le coffret, et son secret avec. Pendant ce temps, D'Artagnan dévalait son escalier 4 à 4. Il rata la dernière marche, comme toujours, et atterrit sur les 2 mains dans la cour. Au même instant, 4 gardes du cardinal cornèrent le coin. Rouge et or au pas, ils empoignèrent Bonacieux, le propriétaire, avant qu'il ait posé sa tasse. D'Artagnan se releva d'un bond et s'interposa. De quel droit ? Un garde le repoussa d'une main, sans même le regarder. Il retomba dans la même flaque. Les gardes du cardinal n'expliquaient jamais rien. Une jeune femme le retint par le bras. Elle s'appelait Constance. Elle n'avait pas l'air d'avoir peur, des yeux noisettes qui décidaient vite. Les gardes emmenèrent Bonacieux. La rue se tut. Constance se tourna vers D'Artagnan. Son visage avait changé. « Il faut qu'on parle, ce soir. »« Seule, dit-elle. Dans la ruelle d'en face, une ombre avait tout vu. Elle se retourna et disparut. Cette nuit-là, Constance vint chercher D'Artagnan. Pas question de parler ici, souffla-t-elle. Les murs avaient des oreilles. Elle l'entraîna dans les ruelles noires. Elle parlait vite, à voix basse. Elle était la lingère de la reine. Et la reine avait offert ses ferrets, 12 diamants montés en 2 rangées, à un grand seigneur anglais. Un cadeau du roi, donné à un autre. Le cardinal, lui, avait flairé l'affaire, et le cardinal ne flairait jamais rien pour rien. Pourquoi venir le trouver, lui ? D'Artagnan n'était même pas mousquetaire. « Justement, » répondit Constance. Personne ne surveillait un cadet de Gascogne fraîchement débarqué. C'était là toute sa valeur. Une patrouille tourna au coin. Constance poussa D'Artagnan sous un porche. Ils retinrent leur souffle. Les pas passèrent tout près, puis s'éloignèrent. Le cœur de D'Artagnan cognait fort. Elle reprit comme si de rien n'était. Le cardinal organisait un grand bal. Dans 8 jours, il avait soufflé au roi de demander à la reine d'y porter ses ferrets. Quand elle arriverait les épaules nues, le roi comprendrait tout. Ce serait la honte, peut-être pire. D'Artagnan compta dans sa tête. Paris jusqu'à Londres. Reprendre les diamants. Revenir. 8 jours, en plein hiver, avec les hommes du cardinal sur les routes. Il baissa les yeux sur ses bottes. Celle de droite avait un trou depuis la Gascogne. Constance le vit aussi. Elle ne dit rien, mais son regard disait beaucoup. Il releva la tête et dit oui. Les Gascons ne reculaient jamais, surtout quand on les regardait comme ça. Pour la première fois de la soirée, Constance sourit. Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, le piège prenait forme. Dans le palais, le cardinal de Richelieu marchait aux côtés du roi. Robe rouge, voix douce, l'air de ne rien demander. Il fit remarquer, en passant, qu'on voyait bien peu les beaux diamants de la reine ces temps-ci. Le roi trouva l'idée excellente. Il décida sur le champ que la reine porterait ses ferrets au prochain bal. Le cardinal s'inclina et sourit. Le piège était posé et le roi croyait l'avoir inventé lui-même. Dehors, une ombre se détacha d'un mur et suivit Constance des yeux jusqu'à sa porte. D'Artagnan n'était pas si naïf. Toute la soirée,
il avait senti une ombre dans leur dos. Avant de dormir, il fit porter un mot à Athos. « Tenez-vous prêt ». La réponse arriva avant l'aube. Elle tenait en une phrase. Le cardinal faisait fermer les portes de Paris. À l'aube, plus personne ne sortirait. D'Artagnan courut chez ses amis. 3 coups à chaque porte, identiques, pressés. Porthos ouvrit, une cuisse de poulet à la main. Il dînait encore. Athos était déjà debout, épée à la ceinture, comme s'il attendait depuis 1 heure. Aramis glissa dans son sac un livre de prières et 2 épées de plus. On ne savait jamais. Le plan était simple. Sortir par la porte Saint-Antoine avant qu'on la verrouille, sans bruit, sans se faire voir. C'est alors que D'Artagnan amena son cheval, le cheval jaune. Jaune moutarde, visible à 3 rues. Athos le regarda longuement. Il ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Ils s'enfoncèrent dans les ruelles noires. Le froid leur brûlait les poumons. Athos ouvrait la marche et choisissait chaque coin. Aramis fermait la file, l'oreille tendue. 2 fois, une patrouille passa. 2 fois, ils se collèrent au mur et attendirent. À la porte, 6 gardes veillaient autour d'un feu. Porthos eut une idée. Il sortit de l'ombre en titubant, chantant faux, jouant l'homme perdu qui rentre de taverne. Les gardes se levèrent. Ils l'entourèrent en riant. Pendant ce temps, les autres se glissèrent le long du mur. Aramis se faufila vers la lourde barre qui verrouillait la porte. Un pas, puis un autre. La sortie était à 10 mètres. Tout marchait, jusqu'à ce que le cheval jaune aperçoive une flaque. Il s'arrêta net pour l'admirer, puis il hennit, très fort. Un garde se retourna. « Halte !» Plus le temps de ruser. Porthos cessa de chanter et souleva 2 gardes à la fois. Athos renversa le feu d'un coup de botte. Une gerbe d'étincelles monta dans la nuit. Aramis fit glisser la barre d'un coup. « En selle !» lança Athos. Ils bondirent sur leurs chevaux. Un garde se jeta sur la bride du cheval jaune. La bête, vexée, fit un écart si brusque que l'homme partit rouler dans la paille. Les sabots claquèrent sur les pavés. La porte s'ouvrit en grand devant eux. Ils passèrent au triple galop. Derrière, les gardes criaient, couraient, cherchèrent leur monture dans le noir. Les Gascons ne reculaient jamais, et leurs amis fonçaient avec eux. Devant eux, la route s'ouvrait, noire et glacée. Ils étaient sortis de Paris. Le plus dur commençait à peine. Ils ne s'arrêtèrent qu'au petit matin, à un relais perdu hors des murs. Les chevaux fumaient dans le froid. Porthos avait déjà sorti un pâté de sa sacoche. Paris n'était plus qu'une ligne grise derrière eux. C'est là que D'Artagnan présenta le 5e membre de l'expédition. Un garçon de 17 ans nommé Planchet. Rond de visage, vif de regard, avec une touffe de cheveux qui refusait obstinément de tenir en place. La veille, D'Artagnan lui avait proposé une place de valet pour un grand voyage. Planchet avait demandé si c'était dangereux. D'Artagnan avait répondu que non, pas vraiment. C'était son premier mensonge de Gascon. Certainement pas le dernier. Ce matin-là, Planchet tenait les rênes d'une main crispée. Il était blanc comme la cire. Mais il était là, bottes aux pieds. À sa façon, c'était peut-être le plus courageux de tous. Athos déplia une carte sur un tonneau. La route était longue, les ponts nombreux, et chacun d'eux pouvait cacher un homme du cardinal. Personne ne fit de commentaires. Il n'y avait rien à ajouter. Pendant ce temps, à Paris,
On réveilla le cardinal. On lui apprit que 5 cavaliers avaient forcé la porte Saint-Antoine dans la nuit et qu'un cheval jaune avait été aperçu filant vers l'ouest. Le cardinal ne se fâcha pas. Il ne se fâchait jamais. Cela lui faisait gagner un temps précieux. Il fit appeler Rochefort. Rochefort écouta sans un mot. Il connaissait un raccourci. Une route plus courte et plus dure que personne n'empruntait l'hiver. Il boutonna son manteau jusqu'au menton, tira son chapeau sur sa cicatrice et monta en selle dans la nuit finissante. Les mousquetaires avaient de l'avance. Rochefort, lui, avait un raccourci. Le soleil se levait sur la campagne gelée quand les 5 cavaliers reprirent la route. Derrière eux, Paris dormait encore. Devant eux, des lieues de chemin blanc et l'Angleterre tout au bout. Le cheval jaune, lui, trottait fièrement en tête. Il s'arrêta net pour admirer une flaque gelée. Planchet dut le tirer par la bride. Il savait ce qui les attendait. Des ponts gardés, des routes surveillées, les hommes du cardinal un peu partout. Athos arrêta un instant son cheval, il regarda les 4 autres, un par un, puis il leva la main. « Un pour tous, dit-il, et tous pour un, répondirent les autres. Ce matin-là, ce n'étaient plus seulement les Gascons qui ne reculaient jamais, c'étaient 5 compagnons, une seule promesse, et un cheval jaune un peu trop voyant. Loin derrière, à sa fenêtre, Constance les regarda disparaître. Elle ferma le volet et dit une prière pour un Gascon maladroit et courageux. Sur une autre route, plus au sud, un cheval noir filait déjà dans le petit jour. Son cavalier souriait sous sa cicatrice. Il comptait bien arriver le premier.